Dans les soucis d'assainir les conditions d'entrée et de sortie au poste frontalier en vue d'améliorer l'image de la RDC, une question orale avec débat a été adressée au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Antena, le journal, James Katamboa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Les tracasseries et les exactions déplorées dans les postes frontaliers de la RDC, sujet au centre de la question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, au cours de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Reportage d'Anne Bofando Mbungu et Blaise Lunda. Quel est le fondement légal de l'ordre opérationnel dans l'arsenal législatif et réglementaire national en précisant les matières régies par les 3 ordres antérieurs? Quelles sont les raisons qui justifient la non-application jusqu'à ce jour des mesures édictées par le décret présidentiel du 28 mars 2002 et dans les cas contraires, communiquer à la représentation nationale les mesures que le ministère de l'Intérieur a prises pour son exécution ainsi que l'état de lieu de leur application? Voilà autant de questions parmi tant d'autres pour lesquelles l'élu de Kananga, André Claudel Loubaya, a tenu à avoir des éclaircissements de la part du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, suite aux tracasseries et exactions déplorées dans les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Ils se plaignent de tracasseries sans nombre, des tracasseries multiformes lorsqu'ils circulent sur l'ensemble du territoire national et surtout lorsqu'ils effectuent des déplacements à l'intérieur ou en dehors du pays. Cela fait que je me suis penché sur la question pour savoir qu'est-ce qui est à la base. Il y a à ce sujet un problème. Dans son intervention, le ministre Richard Mouyej a reconnu que les commerçants et voyageurs se plaignent de la multiplicité des taxes aux frontières et des tracasseries administratives qu'ils subissent. Raison pour laquelle, a poursuivi le membre du gouvernement, le président de la République a signé le décret numéro 036 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la RDC. Il s'agit notamment de la DGDA, de l'OCC, de la DGM, du service d'hygiène publique et de la direction centrale de la police des frontières à la police nationale. Pour les élus du peuple, les contraintes identifiées sur le terrain sont celles relatives à la coordination entre services et les procédures pour la mise en œuvre de l'ordre opérationnel, au déficit d'infrastructures entravant la bonne circulation et la sécurité des commerçants et des personnes transitant aux frontières, aux tracasseries et pratiques illégales exercées au niveau des postes et des frontières et enfin à la désorganisation des petits commerçants. Bref, la responsabilité est partagée, à en croire les députés nationaux. Il appartient au gouvernement d'exploiter à fond les préoccupations soulevées par les élus du peuple afin de les rendre effectives sur le terrain. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a inauguré ce mercredi 1er octobre le centre de commandement, de contrôle et de coordination de la police nationale congolaise. La cérémonie a eu lieu au commissariat général de la police nationale congolaise. Apollin Kalamba et David Tembeni pour le reportage. Le centre de commandement, de contrôle, de coordination et du bâtiment SGEI de la police nationale congolaise a été inauguré ce mercredi par le Premier ministre Matata Mponyo. Dans son discours, le chef de coopération britannique en RDC a rappelé la motivation de son pays. Le CFAC est un nouveau mécanisme de protection des citoyens congolais qui répond au nom international. Il a pour but d'apporter une réponse gratuite, permanente, 24 heures sur 24, adaptée, coordonnée et contrôlée aux demandes de la population. Peu avant, le commissaire général de la police nationale congolaise a exprimé toute sa gratitude aux partenaires de la police nationale congolaise et au gouvernement congolais. Mes remerciements s'adressent également aux artisans de taille dans cette mise en œuvre et dont les infrastructures qui seront offertes à la police nationale congolaise constituent un signe testimonial de la réponse de nos partenaires qui n'ont jamais ménagé aucun effort dans ce processus de nous accompagner. Ensuite, le Premier ministre et chef du gouvernement a procédé à la coupure symbolique du ruban marquant l'inauguration de ces bâtiments qui désormais abritera les centres de contrôle d'appel d'urgence gratuit de la police nationale congolaise au numéro 112. Ce numéro d'appel d'urgence est un service qui, dans un premier temps, sera opérationnel dans la commune de Lingwala à Kinshasa.
À la faveur d'une visite à la prison de Mbanza-Ngungu au Bas-Congo, le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, a remis un don en vivres et non-vivres aux détenus de cette prison. Un commentaire Africa Mojina. C'est une assistance purement humanitaire que le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, a apporté aux 350 détenus de la prison de Mbanza-Ngungu dans la province du Bas-Congo. Le professeur Mukoko s'intéresse à leurs conditions d'existence. Des vivres et non-vivres, contributions personnelles du vice-premier ministre et ministre du budget ont été remis aux pensionnaires de ces lieux carcérales. Moi, je ne peux pas interférer dans le fonctionnement de la justice. Il faut laisser la justice indépendante. Mais quel que soit leur état, ils ont quand même des droits, notamment le droit à l'alimentation, le droit à ce qu'ils dorment dans des conditions normales et qu'ils aient aussi accès aux soins de santé. Donc, le seul mot, c'est que ceux-ci profitent directement aux détenus. Voilà. Que ceux-ci puissent améliorer je ne sais pas à quel degré, mais leurs conditions d'alimentation, leurs conditions hygiéniques. Ce geste est salué par le directeur des prisons. Tout en s'interdisant d'interférer dans le processus judiciaire, Daniel Mukoko Samba tenait à apporter sa contribution dans l'amélioration des conditions carcérales au bénéfice des détenus. Procès des présumés assassins du général Mamadou Ndala à Beni au Nord Kivu ce mercredi. La société civile de cette province appelle la justice à bien faire son travail. Une correspondance de Merveille Kakoulé. Organisation du procès des assassins présumés de Mamadou Ndala Mustafa, ville de Beni, la société civile, coordination provinciale du Nord Kivu se réjouit. Thomas Dake Mouiti est son président. Nous pensons que c'est d'ailleurs sur demande de la société civile. Nous faisions chaque fois pression pour que ces dossiers soient fixés au tribunal. Nous remercions les autorités congolaises qui viennent finalement d'accepter que cette audience soit faite. Et donc, nous attendons que la justice fasse son travail, étant donné que la société civile a donné sa contribution dans les enquêtes préliminaires qui ont été menées. Nous pensons que la justice sera équitable, que celui qui n'a pas été impliqué dans l'assassinat de Mamadou soit libéré, mais que celui-là qui est prouvé être coupable, qu'il soit sanctionné conformément à la loi de notre pays. De là à faire confiance à la justice congolaise, on n'a pas d'autre choix, répond Thomas Dake Mouiti. Écoutez, il n'est pas question d'avoir confiance à la justice, mais il faut comprendre que nous n'avons que celle-là. Nous n'allons pas appeler la justice angolaise, la justice européenne pour venir faire ce travail. Nous espérons que ces acteurs de la justice qui ont prêté serment auprès du chef de l'État vont rendre la justice telle que l'éthique et la déontologie de leur structure l'obligent. Et donc, nous comptons sur eux et nous avons espoir que ça sera fait de manière équitable. Notons que c'est une vingtaine de personnes, militaires et civiles, qui sont dans les boxes des accusés. Merveille Kakoulé Saliboko, Boutembo, Anden A. Le gouvernement français a fait un don de 900 000 € au programme alimentaire mondial PAM. L'annonce a été faite ce 1er octobre au cours d'une conférence de presse conjointe ambassade de France, PAM à l'Institut français de la Gombe. Reportage Patricia Amouli. L'aide alimentaire française en République démocratique du Congo attribuée ce mercredi 1er octobre au Programme alimentaire mondial des Nations Unies s'élève à 900 000 €, soit 1 200 000 $ américains pour l'année 2014. Cette contribution concerne 2 projets. L'assistance alimentaire aux réfugiés centrafricains avec 700 000 € et 200 000 € sur les achats pour le progrès au bénéfice de 3 000 ménages des Bikoro dans la province de l'Équateur à travers le projet P4P. Le projet a d'abord commencé à Bikoro. Aujourd'hui, il s'étend vers Ingende. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des améliorations. Donc les routes initialement réhabilitées, et si on s'arrêtait là-bas, et donc les routes pouvaient facilement se dégrader encore. Et donc, on travaille avec les comités villageois pour l'entretien des routes. En ce sens, les réfugiés acquièrent un statut de consommateur dans leur communauté. Ils participent à l'économie locale
et sincère dans le circuit économique de la région. Nous allons dans des secteurs pour lesquels nous avons déjà une expérience géographique. Et pendant plusieurs années, nous avons eu des programmes de développement, des programmes alimentaires ou des programmes de soutien à la population en Équateur. C'est dans le cadre de la coopération des développements, de l'assistance, que l'ambassade de France en RDC appuie le PAM pour améliorer les conditions de vie des populations et l'aménagement de ces territoires de la province de l'Équateur. Comme prévu, les jeunes de l'Église catholique de la majorité présidentielle sont allés déposer ce mercredi leur mémorandum à l'annonciature apostolique à la Gombe. Ces jeunes sont allés voir les représentants du pape pour lui transmettre leurs revendications au sujet de leur Église afin que leurs évêques s'occupent rien que de l'Église et non de la politique. Selon eux, l'Église doit rester au milieu du village. Etienne Tshisekedi wa Mulumba devrait bientôt reprendre ses activités politiques. Propos de Félix Tshisekedi dans une interview qu'il a accordée à notre correspondant à Kananga, Sosten Kambidi. Suivez. Que vient faire Félix Tshisekedi au Kasaï, lui qui est chargé des relations extérieures? N'est-ce pas le signe d'une monarchisation de l'UDPS? Le but, c'était d'abord la redynamisation des activités du parti, parce que vous savez très bien que depuis le hold-up électoral, l'UDPS avait connu certains petits problèmes, on va dire. 2, je suis secrétaire national du parti, donc ça veut dire au cadre du parti, et ce que je fais peut être fait par tous les autres secrétaires nationaux. Ce n'est circuler et remonter le moral en échangeant les informations et en redynamisant la base. Quel est l'état de santé d'Etienne Tshisekedi et pourquoi empêche-t-on les militants de l'Europe de le voir? Parce qu'il est en convalescence. Les cas de l'essence, il a besoin de récupérer et c'est ce qu'il fait très bien. Et quand il aura fini sa convalescence, il rencontrera non seulement les cadres du parti, mais aussi les Congolais de la diaspora. 3 fédérations à Kananga et 2 groupes se disputent la fédération de Chikapa. N'est-ce pas le site de la désintégration? Le principe sur lequel nous partons, il est simple. Celui qui a la signature du président, c'est celui-là, le fédéral reconnu. Et nous invitons les autres à venir autour de lui en essayant d'aplanir les différends qu'il y a. Quel est le regard, jetez-vous sur la gestion de 2 provinces du Kasaï par Alex Kande Mupopa pour le Kasaï occidental et Alphonse Roy Kassanji pour le Kasaï oriental? Mais on a quand même l'impression que le Kasaï occidental est mieux géré que l'oriental. Le Kasaï oriental est une catastrophe. Je vous dis, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité en Mbujimaï, et pas que Mbujimaï, c'est partout le cas. En Gandajika, on a eu de l'eau parce que c'est une initiative d'un abbé. Quelle est la position de l'UDPS en rapport avec le calendrier électoral de la CENI et de la révision constitutionnelle que la majorité propose de soumettre au référendum populaire? Nous exigeons, comme j'ai dit, un calendrier global à M. Malou Malou. Un dialogue qui va permettre que pacifiquement nous réglions la crise politique congolaise. Mais nous ne craignons pas un référendum. Si on justifie la raison pour laquelle il faut un référendum, nous sommes prêts à discuter de cela. Mais cette constitution-là a été adoptée par eux à grand renfort de publicité. C'était la meilleure constitution du monde. Et aujourd'hui, en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? De Kananga, Pierre Sosten Kambidi, Antenne A. Le vice-ministre de Finances Roger Chulungu a présidé ce mercredi 1er octobre 2014 dans son cabinet de travail la réunion hebdomadaire des régies financières. Les assignations du mois d'octobre et la résorption du déficit du Trésor public en septembre 2014 ont constitué les principaux sujets de cette séance de travail. Reportage Jean-Louis Miaswekama. La première réunion du mois d'octobre sur la mobilisation des recettes est l'occasion pour faire le bilan de celui de septembre. C'est une évaluation provisoire parce qu'on n'a pas encore clôturé définitivement les mois. Les 3 régies dans l'ensemble ont réalisé un montant de 275 milliards de francs congolais à raison de 120 milliards pour la DGDA, 120 également pour la DGI et 35 milliards pour la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations.
Les objectifs du mois d'octobre des régies financières ont été rappelés par le vice-ministre aux Finances. La DGDA va contribuer au trésor public avec un montant de 155 milliards de francs congolais, la DGI à concurrence de 150 milliards et la DGRAD probablement avec 40 milliards de francs congolais. Le mois de septembre s'est soldé par un déficit des finances publiques. Nous avons encore 3 mois devant nous. Il y a le mois d'octobre, le mois de novembre qui est aussi un mois d'échéance pour la Direction générale des impôts et le mois de décembre. Je crois qu'il y a lieu que les 3 régies puissent atteindre les objectifs budgétaires. Le ministre délégué des Finances, Patrice Kitebi, effectue une mission dans toutes les provinces pour trouver des solutions aux problèmes liés à la mobilisation des recettes. C'est fait, le nouveau président du CESAC, Tito Ndombi, est entré en fonction ce mercredi 1er octobre après la remise et reprise avec les vice-présidents Alain Koy en l'absence du président sortant, l'abbé Jean Bosco Bahala. C'était au siège du CESAC à la Gombe. Je veux plutôt ce récit de Sylvie Fortuné-Mboula. Une ambiance inhabituelle a régné ce mercredi au 2e niveau de l'immeuble Roi Baudouin, siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et pour cause, c'est la remise et reprise entre l'abbé Jean Bosco Bahala et Tito Ndombi, nouveau président de cet organe régulateur. Jusqu'à 14 h, le président sortant ne se présente pas au cabinet et le membre du bureau avec les inspecteurs judiciaires décide de casser le porte du bureau du président en présence du ministre de PT Antique, Trifon Kinke, et le DIRCAP du ministre des Médias, Pascal Amissi. Et donc ils vont pouvoir nous aider. Ils ont un document officiel venant du procureur général de la République pour les autoriser à procéder à la casse. Malheureusement, il n'a pas été permis aux journalistes de prendre les images tâche accomplie. Ils accèdent dans le cabinet du président. Entre-temps, l'abbé Bahala s'est fait annoncer au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il est stupéfait, choqué d'apprendre que des personnes ont accédé dans son bureau. Il dit n'avoir reçu aucune notification. Il vient de me dire que le PGR n'a donné aucun ordre pour que je vienne casser mes portes. Est-ce qu'on casse les portes des institutions comme ça? Au même moment, la remise et reprise s'effectue entre le vice-président Alain Koy et Tito Ndombi à la salle de réunion du CESAC. Le nouveau président remercie ses pairs et affirme travailler pour l'intérêt de tous. Est-ce la fin de règne de Bahala ou le commencement d'une crise qui s'annonce rude? Attendons voir. Améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer les compétences professionnelles des enseignants du primaire, tel est l'objectif poursuivi au cours de la 4e réunion du comité de pilotage national de l'initiative francophone de formation de maîtres à distance. Les membres du comité national ont à cet effet présenté l'état d'avancement de la phase 2 IFADEM Katanga. C'était le mardi 30 septembre à Gombe, au ministère de l'EPSP. Dieu merci Nzob, Patricia Molengombo-Lekuni et précieux Mangonjoya. Présidée par le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, cette 4e réunion du comité de pilotage de l'initiative francophone de formation des maîtres à distance a eu pour objet l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base. Et notre réunion a tablé sur l'évaluation, les bilans en fait de l'initiative telle que réalisée à Kinshasa, à Kassangoulou et dans le Bandundu à Kenya. Et puis voir l'état d'avancement de la même initiative au niveau de la province de Katanga qui entame la 2e phase de la mise en œuvre de cette initiative en RDC. Plusieurs partenaires de l'éducation nationale ont pris part à cette réunion, notamment l'Agence universitaire de la francophonie qui a donné le sens de leur apport dans ce projet. Initialement, il y a un accord qui a été signé entre les différents partenaires techniques et financiers avec le gouvernement. L'AUF porte le projet et apporte son soutien aussi financier que technique. Là où on est en train d'implanter le projet, il y a un campus numérique qui passe comme le support technique. Pour une meilleure application du projet, les partenaires se sont convenus à résoudre toutes les difficultés ayant trait aux permutations des enseignants déjà formés ainsi que leur départ en certaines écoles.
Malgré la rentrée scolaire officiellement déclarée depuis le 8 septembre dernier, certaines écoles privées peinent à reprendre leurs activités pour diverses raisons, notamment leurs infrastructures qui n'y s'y prêtent pas. Un constat fait à Ngalema et Kalamou par Popol Ziakwa. Presque un mois après la rentrée scolaire, certaines écoles ont du mal à reprendre de manière effective leurs activités. À Kinshasa, Ngaliema, le collège Kintsuka les Rosettes connaît un sérieux problème d'infrastructure. Les écoles privées n'ont pas de subsides. Ce sont des écoles qui fonctionnent avec l'argent que les parents payent comme frais scolaires. Or, tous les parents n'ont pas de possibilités, mais les enfants sont obligés d'aller à l'école. Ce qui fait que des fois, nous recevons des enfants dont les parents sont incapables de pouvoir payer. Dans la commune de Kalamou, le complexe scolaire Ngemba, lui, connaît une grande sollicitation sans pour autant que sa capacité d'accueil se soit accrue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à la 4e semaine de la rentrée scolaire. Certains parents n'arrivent pas à payer les frais. Faute de moyens, on ne sait pas. Alors que nous sommes une école privée qui ne fonctionne rien qu'avec les frais payés par les parents. Alors, toujours avec le mot d'ordre du ministre, nous continuons à recevoir les enfants comme ça, même s'ils n'ont rien payé, parce qu'on ne peut pas chasser. Le ministre a dit que tout le monde, tous les élèves sont à l'école, ils sont là, ils étudient normalement, bien qu'ils n'ont pas payé. Mais nous demandons aussi à ces parents-là de venir quand même donner quelque chose pour permettre à l'école de bien fonctionner. Pour réussir les paris de la formation de qualité, il se doit d'assurer des bonnes conditions d'études et de travail. Une tâche qui revient aussi bien au privé qu'à l'État. Le ministère de la Santé publique a établi ce 1er octobre 2014 un nouveau bilan par rapport à la situation de la maladie à virus Ebola à Djera. Les détails dans ces commentaires de Patricia Bassois. Ebola continue à faire ses victimes à travers les pays africains infectés. Pour la plupart, la stratégie sanitaire étant défaillante, n'a pas permis le brisement de la chaîne de contamination. La République démocratique du Congo, ayant vécu plusieurs épisodes, a su détecter la maladie à temps et son ministre de Santé et toute l'équipe a mis en isolement la localité de Djera, l'Équateur, qui est le seul secteur infecté depuis plus d'un mois. Après plusieurs stratégies sanitaires, la maladie a pu être contenue, les malades suivis, d'autres guéris et la sensibilisation de la population faite. Les bilans en ces jours se présentent comme ceci. Des 70 personnes, on compte 14 suspects, 26 probables et confirmés. Le total de décès, 42, soit 60% de létalité, dont 8 personnels de santé. En cas d'isolement, on en compte 3, tous à Lokolia. Le nombre de contacts suivis est de 245 et 243 ont été vus le 29 septembre. Le dernier cas positif a été confirmé le 24 septembre 2014. Sur ces 30 cas positifs, 16 sont décédés, 2 ont été mis en isolement et 12 sont guéris. Les mesures de prévention étant simples, le lavage de mains à la cendre ou au savon est le plus recommandé. Car Ebola est une maladie redoutable, alors il est préférable de prévenir que de guérir. À santé encore, l'information réduit le risque du cancer de sein. Voilà pourquoi l'ONG Nouvel Espoir a sensibilisé la presse ce mercredi 1er octobre sur les cancers de sein à l'occasion du lancement de la campagne de lutte contre cette maladie en RDC. Le déjeuner a eu lieu dans la salle Nelson Mandela, dans la commune de La Gombe. Reportage Patricia Bassois et Damien Mankou. Le cancer des seins est une maladie grave, mais qui peut être guérie si elle est dépistée à temps. Pour ce faire, l'ONG Nouvel Espoir a tablé sur l'autopalpation du sein et le dépistage volontaire. Nous avons remarqué qu'il y a 40% des femmes qui ont développé le cancer des seins ont dans leur antécédent des parents qui avaient aussi développé le cancer du sein. C'est pourquoi nous disons aux femmes, faites attention. Dès qu'une personne dans la famille a développé le cancer du sein, ne gardez pas ça comme secret. Il est nécessaire de sensibiliser le média car une bonne information permet d'éviter le cancer du sein. Mais quels sont les signes qui précèdent un cancer de sein? Par la coloration de la peau du sein. Dès que vous voyez le changement de la coloration de la peau de votre sein, c'est très suspect. Il faut vite courir voir un médecin pour qu'il vous dise de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi voir la diminution ou l'augmentation du volume de votre sein. Allez vite voir un médecin. Il peut arriver que vous avez une petite plaie au niveau du sein
qui apparaît, qui cicatrise, qui apparaît peut-être après quelques mois. On appelle ça une plaie récidivante. Ça part, ça revient. Tout le long du mois d'octobre, le média sensibilisera la femme à travers divers canaux pour sauver plus de vies et réduire le taux de la mortalité maternelle due au cancer du sein. Créée depuis 1975, la Journée internationale de la musique est commémorée tous les 1er octobre. À Kinshasa, aucune manifestation n'a été organisée pour la célébration de cette journée. Magali Sussi nous donne les détails à propos de la dite journée. Chaque 1er octobre, la musique et ses artistes sont à l'honneur. Créée depuis 1975 par Laure Yehoudi Menui, président du Conseil international de la musique, cette journée vise l'approfondissement de la réflexion sur le rôle de la musique. Son initiateur a souhaité que cette même occasion puisse constituer un événement visant à enrichir la connaissance de cet art, autant qu'à renforcer les liens de paix et d'amitié qui unissent les peuples grâce à la musique. Dans cette option, cette journée internationale a pour objectif majeur de promouvoir la musique dans la société et de prôner les valeurs de l'UNESCO. À titre de rappel, la musique est un support divertissant, mais aussi un excellent vecteur culturel. Elle a pour expression notamment le texte, le genre musical, le clip vidéo, soit un ensemble d'éléments qui constituent la culture d'une communauté. Il s'est clôturé le week-end dernier à l'hôtel Memling le concours international des chants lyriques appelé Vox Award. Pour la 4e édition, la meilleure des meilleures, c'est Rosette Mujinga. David Tembene Sylvie Mboula. On se croirait à l'étranger, mais nous sommes à Kinshasa. Il s'y est déroulé le concours international de chant lyrique appelé Vox Award 4e édition. C'est vendredi 26 septembre 2014 au salon Virunga de l'hôtel Memling. C'était la finale. Mais pourquoi ces concours de chant lyrique à Kinshasa? L'initiateur et le directeur artistique de ces projets répondent. Notre objectif, c'est d'arriver à promouvoir le talent africain ou congolais en particulier dans ce domaine d'opéra, dans ce domaine de musique classique. Et nous comptons plus tard arriver à créer l'opéra en RDC. Plusieurs chanteurs classiques ont été répartis en 3 catégories, soprano, ténor et basse. Patrick Moupepe, publicité meilleure voix basse, Magloire Sipoumou, meilleure voix ténor et Rosette pour le soprano. Est-ce facile de trouver le meilleur de meilleurs parmi tant de virtuoses? Je suis le président du jury. C'était la 2e fois que cette tâche m'a été confiée. C'est pas facile de choisir les meilleurs parce que les gens, les femmes, les jeunes filles, et les hommes, les jeunes hommes qui ont participé ont fait un grand chemin. Rosette Publicité, comme meilleure des meilleurs, effectuera un voyage en Espagne et bénéficiera d'une formation pour sa carrière. Le Vox Award 4e édition a vécu. Allez, félicitations à Rosette Mujinga. Pendant à présent la revue de presse, sélection aux commentaires, Patricia Molengo Mbolekuni. Bienvenue à cette revue de presse. Les suites de la position du président du Sénat sur la révision constitutionnelle exprimée au perchoir en scène Forum des As. D'après le quotidien, le pro-Kengo sont montés au créneau. En effet, la plénière du mardi 30 septembre présidée par Léon Kengo Adondo a connu 3 temps forts. Il s'agit de la validation du mandat du 2e suppléant de l'ancien sénateur Mouyamba Ngovo, devenu député Hubert Kouchoudi, du vote du projet de loi sur le fonctionnement et l'organisation de services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais il y a eu surtout des motions sur la suite de la séance à huis clos décrétée le 24 septembre dernier par le président du Sénat sur la position anti-révisionniste livrée dans son discours d'ouverture du 15 septembre dernier.
premier à passer, le sénateur Jacques Chimbombo Mukuna ne comprend pas les motivations de critiques virulentes qui ont suivi le discours qu'il a qualifié de grande responsabilité du président Léon Kengo Adondo. Les sénateurs poursuivent que cela fait 8 ans que Léon Kengo préside aux destinées du Sénat où il a fait preuve d'une grande objectivité. Pour son discours sur la révision de la Constitution, il a une fois de plus montré son haut degré de patriotisme. Le même sénateur a exhorté ses collègues de prendre garde car la paix n'est pas seulement la simple absence de violence ou de troubles, rapporte le phare. Le sénateur Jacques Chimbombo a demandé à ses collègues d'apprendre à penser par eux-mêmes. Si ils ne font pas, d'autres le feront car cela, ça peut être la rue. Fin de citation. La Manchette s'est intéressée au troisième mandat du président Kabila en écrivant MP dire non à un troisième mandat de Joseph Kabila. Dans sa réflexion, le confrère a fait savoir qu'alors que du côté de l'opposition congolaise, on perçoit des signes positifs de son unité afin d'affronter la majorité au pouvoir en 2016, en vue d'une alternance du côté du pouvoir qui lance des messages contradictoires, c'est le flou qui domine. Personne à ce jour n'est en mesure de rassurer l'opinion sur l'avenir politique de l'autorité morale de la majorité présidentielle qui reste au centre de l'enjeu politique. Dans le même registre, la Prospérité fait savoir qu'au Katanga, des étudiants ont été interpellés et ensuite libérés à la suite d'une marche organisée contre la révision constitutionnelle. Terminons avec le libre débat qui révèle que le président Kabila a plaidé pour un siège africain au siège du Conseil de sécurité lors de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Claude Toumba Kashiba a réalisé ce journal. Paulin Kalamba en était le chef d'édition. Il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Vous avez compris, c'est bien la fin de cette édition du journal télévisé et sur la chaîne des références. Salutations particulières à nos téléspectateurs des Bamako au Mali.